Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Valentin. Salut Justine. Comment tu vas ? Écoute, je vais super bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Et moi donc, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui, de t'avoir dans mes oreilles, de t'avoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est un grand plaisir de pouvoir bosser avec toi sur ça et puis de pouvoir partager aussi sur plein de trucs aujourd'hui. Trop cool. Alors, sans plus attendre, moi je te connais, mais les auditeurs et les auditrices peut-être pas encore. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Valentin Tabary. J'ai créé une boîte il y a 6 ans qui s'appelle Markable, qui est une agence qui vend du conseil en stratégie de marque. Donc, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises à avoir les bons éléments de discours, à bien se positionner, pour pouvoir attirer plus de clients, pour pouvoir mieux les convertir et pour pouvoir mieux les fidéliser dans le temps. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. De manière générale, dans ma vie professionnelle, ça fait plus de 10 ans que je suis dans les métiers de la com et du marketing. Donc j'ai travaillé en agence de pub. J'ai été aussi directeur marketing dans une PME. Et donc, un parcours assez simple, mais on va dire la ligne conductrice de tout ce parcours, ça a toujours été de se dire quels sont les éléments qu'on peut optimiser, quels sont les éléments qu'on peut améliorer dans un business pour avoir plus de résultats, pour avoir des clients plus qualifiés, pour être plus performant au quotidien. Trop bien. Et c'est une partie de ce sujet que nous allons voir aujourd'hui. On va parler d'une de tes casquettes dont tu es un super expert. Roulement de tambour, la proposition commerciale, mais surtout comment la rendre irrésistible au point de vendre à coup sûr et peut-être même plus cher. Exactement. Alors à coup sûr, c'est jamais à coup sûr, hein, évidemment, parce que ça dépend d'énormément de paramètres. Ça y est, t'as détruit ma promesse. Désolé. Hein. Non, mais c'est toujours. En fait, il y a toujours énormément de paramètres qui rentrent en compte quand tu fais des propositions commerciales. Et le paramètre le plus important, c'est la qualif client que tu as en face de toi. Donc, à coup sûr, quand tu as le client qualifié, ouais, on s'en rapproche. À coup sûr, quand tu as un touriste en face de toi, c'est toujours plus compliqué de signer. Trop bien. Alors, on va commencer par le début. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une proposition commerciale ? Est-ce que c'est différent d'un devis ? Oui, alors en fait, tu peux y mettre un petit peu ce que tu veux dans proposition commerciale. Moi, je vais parler aujourd'hui de ce que j'entends moi par proposition commerciale. Donc, une proposition commerciale, pardon, c'est pas un devis, c'est une présentation que tu fais. Donc, ça peut être un PowerPoint, n'importe quel logiciel que tu utilises pour faire une présentation. Mais c'est une présentation que tu fais et que de préférence tu présentes en présentiel face à ton client. Pour le convertir, c'est-à-dire lui faire une proposition, lui faire une offre, et puis faire en sorte qu'à la fin de la présentation, il a envie de l'acheter, qu'il l'achète et qu'il signe ton bon de commande pour que tu puisses commencer à travailler avec lui. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'on doit d'abord faire un devis. Le devis vient quand ? À quel moment, en fait, on peut imaginer faire la proposition commerciale ? Et ensuite, le devis, comment ça va ? C'est ça. Donc, en fait, ça se passe toujours en 2 temps. Ça veut dire que... Alors, ça peut paraître con, mais moi, aujourd'hui, je vends plus rien à un client avant d'avoir fait un rendez-vous préalable pour savoir ce que j'allais lui vendre. Ça paraît idiot, mais il y a beaucoup de... Je rencontre tous les jours des gens qui essaient de me vendre des trucs alors que c'est la première fois qu'ils me rencontrent. Donc, en fait, la proposition commerciale, c'est vraiment le bout de chaîne de ton parcours de vente. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as fait ton acquisition, que tu as attiré un prospect, que tu as commencé à discuter avec lui, que tu as cerné un besoin, et là, en général, dans ton parcours de vente, en tout cas, c'est comme ça que je le fais moi, tu vas avoir un rendez-vous de qualif avec ton client, c'est-à-dire de définir si de 1, il a un réel besoin, de 2, est-ce que tu peux le résoudre, et de 3, comment est-ce que tu peux l'aider à le résoudre. Donc ça, c'est ton rendez-vous de qualif.
que tu fais. Et en général, à la fin de ce rendez-vous de qualif, soit tu as une offre qui est déjà packagée et si le client est OK pour que tu lui présentes à ce moment-là, et ben, tu lui présentes tout de suite. Et dans le cas où tu dois faire quelque chose de sur mesure, ou en tout cas d'adapter certains éléments dans ton offre finale, et ben là, tu as l'opportunité de proposer à ton client de refaire un rendez-vous et de lui faire ce rendez-vous où tu vas lui présenter justement cette proposition commerciale. Ok. Alors, est-ce que tu as identifié un nombre d'étapes pour la rédiger, donc de la préparation à la restitution? Ouais, en fait, il y a énormément de choses à faire. La première chose déjà à faire, c'est de comprendre ce que c'est pas une proposition commerciale. Ok. C'est que, alors, j'ai bossé en agence de pub et vu le métier que je fais aujourd'hui, je suis très souvent en concurrence, en fait, si tu veux, avec d'autres agences ou avec d'autres boîtes qui vont se positionner sur les mêmes sujets. Et l'une des plus grosses erreurs qu'on voit dans la plupart des présentations qui sont faites, c'est que souvent on a envie que ce soit comment dire, une sorte de recommandation, un document où on va étaler toute notre expertise. Donc ça, déjà, c'est la première grosse erreur. Il faut absolument pas que ce soit ça. Parce que le client, il n'a pas encore signé. Donc le but, c'est pas de lui donner déjà toute l'expertise et tout le contenu. L'idée, c'est de lui donner envie. Donc, qu'est-ce que c'est pas déjà pour commencer? C'est pas une recommandation ou une pré-reco de ce que tu vas faire avec ton client. Ok. La deuxième chose, c'est que c'est pas un argumentaire de vente non plus. Ça veut dire que t'es pas là pour balancer plein d'arguments techniques ou de techniques de commercial pour essayer de convaincre que il faut qu'il achète. Donc en gros, t'es pas là pour mettre le couteau sur la gorge de ton client et lui dire faut acheter maintenant. Donc il y a pas de FOMO, il y a pas toutes les techniques marketing que tu connais. Parce que l'objectif, c'est pas de faire un argumentaire, l'objectif, c'est de montrer que on est la personne la plus qualifiée pour l'aider. Et la troisième chose que c'est que c'est pas un catalogue de produits ou un portfolio. Donc t'es pas là pour lui montrer tout ce que tu peux faire pour lui. Donc c'est quelque chose de très ciblé. Donc ça, c'est la première chose. Savoir ce que c'est pas pour proposer quelque chose qui va être adéquat. Donc à partir du moment où tu sais ça, la première étape, c'est pour ça que ta question était hyper intéressante, c'est le rendez-vous de précédent, c'est d'avoir pris le temps avec ton client de cerner les enjeux. Oui. Parce qu'un client, il veut jamais acheter un produit, le client veut acheter une destination, il veut assouvir un désir, il veut surmonter un problème. Et donc, le plus important dans la proposition commerciale, c'est le rendez-vous en amont où on va prendre toutes les informations. Donc, le rendez-vous découverte, quoi. Exactement. Le rendez-vous découverte, c'est à ce moment-là où tu vas comprendre ce que ton client est vraiment prêt à acheter, pour quelles raisons, quels sont les leviers que tu peux activer pour lui donner envie d'acheter. Tu vas aussi comprendre quelles sont toutes les choses dont il a besoin, qu'il a besoin urgemment de résoudre dans son business, peu importe ce que tu vends d'ailleurs. Et donc, c'est ce rendez-vous de découverte qui est hyper important parce que c'est là que tu vas prendre les éléments pour savoir ce que tu vas mettre dans la présentation commerciale. Donc ça, c'est la première grande étape. Ok. La deuxième chose, c'est d'avoir en tête que, en fait, cette proposition commerciale, c'est un document une présentation que tu vas travailler dans un seul but, c'est de créer du désir et de la confiance avec ton client. Donc l'objectif, c'est d'activer entre guillemets toutes les couches de son cerveau et de faire en sorte que premièrement, il n'ait pas peur de toi. Ça veut dire qu'il te mette pas dans la case prédateur ou charlatan. Requin commercial, requin. Ou requin commercial, ce qui est peut-être la pire case. Donc ça, c'est la première chose. Faut pas qu'il te mette dans cette case-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu arrives à stimuler suffisamment d'émotions avec lui pour créer du désir. Parce que s'il n'a pas envie d'acheter ton produit ou qu'il n'a pas envie de travailler avec toi, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, il travaillera jamais avec toi. Ça, c'est sûr. Et la dernière étape, c'est de gagner sa confiance. C'est-à-dire que même si le client a du désir pour ce que tu peux lui proposer, mais qu'il n'a pas confiance en toi, case requin, comme tu disais tout à l'heure, il y a aucune chance qu'il travaille avec toi. Et surtout, dans la case confiance, c'est j'ai confiance dans tes process, dans le produit, dans ce que tu essayes de me vendre. Au-delà de moi en tant que vendeur, l'aspect l'image que je peux lui renvoyer. C'est que si tu achètes une paire de chaussures, je sais pas moi, pour faire du tennis, tu veux que la paire de chaussures, elle soit adaptée à ta pratique du tennis. Donc, tu vas aller chercher plein d'arguments, plein de détails techniques sur la chaussure pour savoir exactement
si elle correspond à ton usage. Ok. Donc ça, c'est la deuxième chose. Créer désir et confiance. Une fois que tu as défini les enjeux, que tu connais bien ton client, que tu as compris que c'était pour créer désir et confiance, après, il y a une sorte de petits principes à mettre en place pour que la proposition commerciale elle fonctionne bien. La première chose, c'est de comprendre que des clients sont confrontés régulièrement à des moments de vente. Ça veut dire que tout le monde sait, quand on a une entreprise en face de nous, s'ils vont essayer de nous vendre quelque chose ou non. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ça paraît anodin, mais dans les attentes, dans les comportements que tu vas voir du coup, que le prospect va avoir en face de toi, il est en état de méfiance. Tu vois, il est en mode cerveau primitif actif. Bien sûr. Je dois être hyper attentif sur ce qu'on va me dire, ce qu'on va me vendre, parce que ça va être déterminant sur ma décision. Et donc, en gros, il est en phase de test pour se dire, bon, il faut vraiment que je sois confiant. Donc, toutes les étapes que j'ai dit sur le désir et confiance, ça vient valider ça. Mais du coup, moi, j'ai sorti plusieurs grands principes, si tu veux, pour accentuer ça et pour et faire en sorte qu'on ne perde pas le client pendant la présentation. Ok. Le premier principe, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de slides possible. Ah, ok. Déjà, ça, je pense que ça doit étonner les auditeurs et les auditrices parce que quand on entend présentation, on entend vraie présentation avec genre le PowerPoint qui va bien et les slides à l'infini, quoi. Exactement. Et ben ça, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça et pourquoi je vais te dire tous les autres principes. C'est que, en fait, c'est de l'itération. On a regardé tout ce qu'on faisait avec mes partenaires pendant des années comme proposition. On a regardé toutes les propositions de nos concurrents. Et en fait, tout le monde fait à peu près la même chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, comment on peut être disruptif pour faire une proposition commerciale. Donc, la première étape, tu l'as dit, tout le monde vient avec des PowerPoint de 40 slides à n'en plus finir. Donc, première chose, le moins de slides possible. Donc, il y a un maximum à peu près, une moyenne? Ouais. Nous, on essaye de faire moins de 10 slides à chaque fois. Waouh. C'est très court, 10 slides. Ah ouais. Ça te demande d'être hyper concis, d'être hyper précis dans les mots que tu vas utiliser parce que c'est pas 10 slides où tu vas avoir 50 lignes de contenu par slide. C'est une idée par slide et ça doit être le plus rapide possible. Okay. Alors évidemment, en fonction de ce que tu vends et du client que tu vas avoir en face de toi, à des moments, c'est difficile à respecter les 10 slides. En ce moment, on bosse avec le Crédit Agricole. Ils ont des attentes qui sont un peu particulières et sur des aspects techniques, etc. Donc, tu es obligé de leur mettre des slides qui servent à rien, mais qui, eux, entre guillemets, font partie de leur cahier des charges. C'est ça les rassure. Mais donc, le premier principe, c'est le moins de slides possible, moins de 10 slides possible. Okay. C'est parfait. Pourquoi ? Parce que moins de temps tu vas passer avec le client, plus tu vas avoir son attention et plus il va être rassuré sur ta capacité à faire en sorte que demain, tu travailles avec lui de façon simple, rapide, efficace. Deuxième secret un peu disruptif, c'est que tu mets le prix le plus rapidement possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que 99% des présentations commerciales que tu as, les gens mettent le prix en dernière slide. Donc, le premier réflexe que n'importe qui a quand il reçoit un devis ou une proposition commerciale par mail, c'est d'aller voir tout de suite la dernière slide pour dire « Ok, c'est trop cher, on travaillera pas avec lui ». Mais comment tu abordes ça en fait ? Tu dis voici ce que je vous propose d'un point de vue tarifaire. Maintenant, je vous explique pourquoi. En fait, je vais te donner. J'ai dessiné une petite trame exprès pour aujourd'hui pour y voir plus clair. Yeah. Mais en fait, si tu veux, l'idée, je pense que tu as déjà dû ressentir ça en rendez-vous, c'est que tant que le prix est pas évoqué, il y a une sorte de tension du client parce que il sait que le prix va arriver. Il est stressé entre guillemets sur la note qu'il va prendre. Et en fait, tu n'as pas vraiment son attention tant que tu n'as pas dévoilé le prix. Et donc, le fait de lui donner le prix très rapidement, en fait, tu viens casser un petit peu la tension. Et puis après, tu peux argumenter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à la slide 2. Hein. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais il ne faut pas faire durer le moment trop longtemps. Troisième principe, tu t'adaptes, c'est très con comme principe, mais tu t'adaptes à ce que le client t'a dit en consultation, en découverte, pardon. C'est-à-dire que si tu as bien fait ton job au rendez-vous de découverte, normalement, tu as pris des notes. Si tu connais un peu la trame de présentation commerciale que tu as, tu sais que les notes que tu vas prendre vont te permettre de remplir cette trame.
Et donc, tu vas adapter toutes les slides qui sont spécifiques au problème de ton client. Mm. Ça veut dire que dans le cas où, imaginons, tu es une offre fixe, encore une fois, et que tu vas rien changer à ton offre, Mhm. toutes les slides qui vont concerner les leviers que tu vas activer chez ton client, c'est-à-dire ses désirs, les problèmes qu'il rencontre, pourquoi est-ce que les problèmes qu'il rencontre, tu vas pouvoir les résoudre avec ton offre, etc. Et ben tout ça, ça doit être du spécifique et du client-centric. C'est-à-dire que c'est le client qui est au centre de ta présentation commerciale Mhm. et tout ce que tu vas lui dire doit faire écho à quelque chose qu'il t'a dit, à une émotion qu'il a eue ou quelque chose dans ce sens. Mm. Donc, ta presse, il y a au moins 2-3 slides minimum qui sont très spécifiques à ton client. Et Ok. évidemment, plus tu vas être spécifique dans toutes les slides, plus ça va être puissant. Et après, il y a toujours le curseur à mettre entre le temps que tu vas passer à préparer ta proposition et puis les pourcentages que ça va te faire gagner en conversion client. Mm. Si tu t'amuses à faire tes presses de A à Z à chaque fois, évidemment, ça va être un peu compliqué. Oui. Quatrième principe, c'est qu'il faut que tu aies des enchaînements dans ta présentation qui suivent le awareness client, c'est-à-dire le niveau de conscience de ton client. Ok. Ça veut dire que pour ceux qui sont bons en marketing, qui ont l'habitude de faire ça, ou même qui sont très bons en commerce, tu as une notion toujours de température de prospect. Oui. Froid, tiède, chaud, bouillant. On pourra en rajouter encore un palier supplémentaire, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire que même si tu as déjà fait un call de découverte, la proposition commerciale, elle est là pour faire monter de conscience ton client sur le fait que ta solution est la plus adéquate. Mhm. Donc, la structure de la presse commerciale, elle doit aller crescendo sur j'ai cerné que tu avais des symptômes, que tu cherchais une solution pour résoudre le problème, que tu avais déjà conscience qu'il y avait des solutions qui t'offraient à toi et que, in fine, bah, la plus pertinente, c'est moi. Waouh. Et le dernier principe, c'est l'aspect design. Ok. J'ai dit tout à l'heure, moi, je suis passé en agence de pub, je suis un ancien directeur artistique. Mhm. Donc, évidemment, l'aspect branding, la manière dont tu vas, la forme, la façon dont tu vas présenter les choses est tout aussi importante que le fond. Et donc, il y a un gros taf aussi à mettre sur l'aspect design pour que tes slides s'enchaînent super bien, pour faire en sorte que la manière dont tu vas mettre de l'emphase sur certains mots, sur certaines phrases soit bien travaillée Mhm. et faire en sorte que ça soit le plus simple et plus minimaliste à digérer pour ton client. Pas que ce soit compliqué du tout. Et pour moi, l'un des principes que j'ai dans le design, c'est que le design, c'est quelque chose qui, au-delà de l'aspect esthétique, doit apporter de la facilité d'utilisation. Mhm. Et ben, quand tu fais une passe design sur une proposition commerciale, l'objectif, c'est ça. C'est comment est-ce que je vais limiter au maximum les frottements qu'il va y avoir pendant la présentation, de façon à ce que je ne perde pas l'attention de mon client, que quand il est dans une certaine émotion, je préserve cette émotion jusqu'au bout, et qu'à la fin, en plus de ça, ils se disent, ben, c'était canon, ça correspond à mes attentes, mais en plus, tu es hyper congruent aussi dans la manière dont tu le présentes. Ça vient toujours te donner énormément de crédit et énormément de professionnalisme. Ok. Donc ça, c'est les 5 grands principes qu'on essaye de mettre dans toutes nos presses. C'est de la théorie, ce qu'on est en train de faire là. Mhm. Il y a toujours le fait de s'adapter au client, le fait de s'adapter à son offre. Mhm. Quand on vend du conseil ou qu'on vend une offre figée, c'est beaucoup plus simple que quand on a une offre qui est très complexe ou un accompagnement qui est très complexe. Oui. Évidemment, l'objectif, c'est de le simplifier le plus possible. Mais vendre une solution digitale à 80 000 euros avec énormément de tech, c'est un peu plus compliqué que de Mhm. vendre, je sais pas moi, 3 jours de consulting Mhm. ou un logo ou j'en sais rien. Et donc évidemment, ça c'est la théorie. Dans les faits, à des moments, c'est un petit peu plus compliqué de rentrer. Mhm. Moi, j'aimerais juste remonter un tout petit peu dans le temps sur les Dis-moi. étapes et notamment sur la question du budget. Ouais, Comme on doit le faire remonter le plus tôt possible dans les slides, en fait, finalement, le budget, on doit le connaître exactement pendant le call découverte. ouais. Ça veut Ok. dire que, tu dois le connaître. Tu veux dire par là, tu veux demander à ton client combien il a de budget, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah non, non, pas du tout. Ah non, Ok. pour le coup, non. Euh, Tu vois, je vais en parler un peu plus longuement tout à l'heure sur la partie vraiment offre, Mhm. présentation des offres. C'est que le but premier de cette presse commerciale, au-delà de signer ton client, c'est de le signer au meilleur prix. Mhm.
Donc, en fait, on s'embête pas à faire tout ce travail sur une présentation commerciale si c'est pas pour pouvoir vendre plus cher. Ok. L'objectif, c'est de mettre de la valorisation sur ton taf. Valeur Sinon, tu fais perçue. c'est ça, exactement. Sinon, t'envoies un devis et puis tu mets ton tarif et puis basta, quoi. Hmm. Là, l'objectif, l'effort qu'on met sur cette proposition commerciale, c'est vraiment d'augmenter la valeur perçue Mhm. de manière à ce que le client il soit prêt à s'engager sur une valorisation de chiffres qui soit plus importante. Donc, si tu veux, le tarif, c'est le but aussi du call de découverte, enfin, ou du rendez-vous de découverte, c'est d'être en capacité de cerner si tu as un client qualifié en face de toi ou non. Hmm. Et un client qualifié, c'est un client qui, un, a besoin de ce que tu fais, deux, qui est prêt à se donner les moyens de l'acquérir, Mhm. et trois, avec qui tu vas passer beaucoup de plaisir, enfin, tu vas avoir beaucoup de plaisir avec qui travailler. Bien sûr. Ça, faut faire. Alors, gros point de vigilance dessus sur est-ce qu'on a réellement envie de travailler avec cette personne-là. On va pas se casser Ouais, la tête à faire une presse au max de valeur si en fait finalement on veut juste pas le signer cette personne-là parce que absolument. pas de feeling, parce que identification compliquée sur le problème, on sent que voilà, ça va être un peu bancal. On se prend pas le chou, on met un grand nom et on recommande une autre personne qui sera la personne idéale. Alors évitez d'envoyer des entre guillemets boulets à vos collaborateurs, collaboratrices, parce qu'en fait, c'est vous qu'allez vous griller. Mais plutôt, voilà, dites un nom et recommandez notre personne si la recommandation est possible et on va dire positive, quoi. Ouais, tu as absolument raison. C'est un des critères qui est les plus importants. Alors évidemment, ça dépend où on en est dans son business, hein. Quand on vient de créer Mm. sa boîte, on va pas commencer à chipoter sur les clients. Mais en général, quand on commence à se poser des questions d'optimisation de presse commerciale, c'est qu'on a envie justement d'avoir des clients plus qualifiés. Mm. Et évidemment, le plaisir, pas forcément le plaisir au sens où on l'entend, mais je veux dire, la facilité de travail avec le client futur, elle est primordiale. Mhm. Parce qu'un client qui est pas qualifié, c'est un client qui va peut-être pas rentrer, enfin être en accord avec les process qu'on a. Mhm. Et si on commence à devoir chipoter sur des process parce que il les respecte pas ou parce qu'il est pas d'accord ou parce qu'il les remet en question, Oui, ça devient hyper compliqué après de dans un gérer. premier temps, de gérer, de limiter comment dire, les hausses d'humeur qu'il pourrait y avoir, Oui. et surtout de garantir ta rentabilité. Mm. Parce qu'en général, si tu as mis en place des process, c'était aussi pour pouvoir avoir de la vision sur comment tu allais travailler avec le client. Mhm. Et s'il te fout tout en l'air, et ben ta renta, il y a des chances qu'elle soit fort impactée par ça. C'est ça, totalement. Donc, critère hyper important. Mhm. Donc oui, l'objectif, c'est de vendre aussi plus cher, enfin en tout cas à des clients qui sont prêts à mettre le prix grâce à cette presse commerciale. Ok. Du coup, si on fait un mini récap de ce qu'on a vu, il y a déjà le rendez-vous découverte pour qualifier le prospect. Ensuite, se mettre à la place de ce prospect et de mettre, on va dire, en avant que le but, c'est de créer du désir, de le rassurer et que cette personne-là puisse avoir confiance en nous, en notre offre et en la valeur que l'on Absolument. va apporter. On construit la presse avec peu de slides, 10 max, comme tu l'as dit, mettre le prix le plus tôt possible, adapter évidemment ce qu'on met à l'intérieur avec ce qu'on a récolté lors du call découverte. D'où l'importance d'avoir un CRM efficace et de prendre des notes quand on fait un call découverte. Ouais. De faire attention à l'enchaînement de l'awareness, donc la conscience du client par rapport à ce qu'il est froid, tiède ou chaud patate. Et puis évidemment, le design pour augmenter la valeur perçue. C'est ça. Ok. Je refais juste un petit point sur le awareness. Oui. À partir du moment où le client il est prêt à écouter ta proposition commerciale, logiquement, il est au Ouais. minimum du minimum Mm-mm. tiède, mais logiquement, il doit être chaud. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on fait quand même ce travail de awareness dans la presse? Parce que il y a des chances, enfin, il y a des possibilités que tu ne le signes pas directement à la fin de la présentation. Évidemment, l'objectif numéro un, c'est de le signer à la fin de la présentation. Mm-hmm. Mais je te donne un cas particulier où c'est un peu plus compliqué. C'est une boîte qui a plusieurs associés. Mm-hmm. T'en as qu'un seul en face de toi. Il va forcément devoir montrer la proposition à ses deux autres associés s'il prend pas la décision seul. Oui. Et donc, le fait d'avoir fait la présentation avec une awareness qui part de froid et qui remonte en température, fait que quand il va la montrer à ses associés, ils vont, entre guillemets, reprendre le même chemin que ce que tu as fait prendre comme chemin à ton prospect pendant les premiers rendez-vous. Mm.
Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de le faire comme ça. Oui, ok. Pour ce qui concerne de la trame. Alors, concrètement, là, je me suis basé sur j'imagine que tout le monde attend de prendre Mais des on notes et attend pouvoir. ça, on attend ça. Ce suspense insoutenable. Donc, pour la trame, en fait, là, je me suis basé sur une trame de 10 slides pour Ok. respecter les principes. Et on va commencer par la première. La première, c'est ta couverture. Mhm. La couverture, c'est une slide de destination. C'est-à-dire que si on a bien fait le taf, encore une fois, en rendez-vous découverte, on sait où le client veut aller. Donc, je dis une connerie, le client, il a besoin un site internet. Mhm. Mais son site internet, il commence à se poser des questions de s'il va le faire ou non, parce qu'il a des enjeux plus grands qui sont, par exemple, j'en sais rien, moi, devenir leader sur son marché. Ok. Ça, c'est le désir profond du client et c'est l'endroit où il veut aller. In fine, après avoir travaillé avec toi, je veux être le leader du marché. C'est la chose qu'on va mettre sur la couverture. L'objectif, c'est que quand il voit la couverture, tout de suite, on le projette vers la fin et lui faire comprendre que voilà, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est de te faire atteindre cette destination. Ok. Donc, où est-ce que veut aller le client? C'est quoi son désir le plus profond? C'est ce qu'on met sur la couve. Ça, c'est la première slide. Deuxième slide, ce qu'on veut pour le client. Ça veut dire Ok. que de ce qu'on a vu en rendez-vous avec lui, on a compris qu'il avait certains désirs, certaines motivations. Nous, on va reformuler ça. Alors, quand je dis reformuler, la plupart du temps, le client a dit les mots pendant le premier rendez-vous. Oui. Mais en tout cas, on va reformuler ça sous forme de promesse et de dire, bah voilà, nous, ce qu'on imagine pour vous, en travaillant avec vous, c'est d'atteindre ça, 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 ça. Mhm. Donc là, on va pouvoir mettre vraiment de la promesse, 2, 3 promesses, et de dire, voilà ce qu'on va travailler avec vous. Je te donne un exemple. On a travaillé avec un grand groupe où ils avaient besoin d'un outil digital en interne. Euh, et en gros, de ce qu'on a perçu au premier rendez-vous, c'est que ils avaient plusieurs problèmes importants qui étaient, ils ont du mal à partager l'information, ils ont du mal à s'organiser. Enfin, c'est une usine à gaz ce qu'ils utilisent. Et je sais plus le troisième problème, difficulté d'avoir un outil où que les collaborateurs s'approprient. Ok. Et ben, si tu veux, tu vas transformer ça en promesse. Ce qu'on veut pour vous, c'est un outil qui soit hyper simple à utiliser. Ce qu'on veut pour vous, c'est d'avoir un outil que tous vos collaborateurs sont contents d'utiliser. Et Mhm. ce qu'on veut pour vous, c'est un back-office hyper intuitif pour faire gagner du temps à vos collaborateurs. Ok. Je te donne un cadeau. Et là, est-ce qu'on dit bien, est-ce qu'on demande une validation à nouveau de la part du prospect ou on Ouais, enchaîne? ouais, c'est toujours mieux d'avoir une validation. En général, si tu as bien fait le taf, les phrases que tu as mises Ce sont les sont, siennes. sont les siennes. Mhm. Et du coup, il va au minimum hocher de la tête. Mhm. C'est pour ça que Ok. aussi analyser comment le client réagit, c'est hyper important. Mhm. Évidemment, t'hésites pas à lui dire, OK, on est d'accord, on est bien, on a bien ciblé, c'est bien ça que vous voulez. Mhm. Oui, oui, c'est bien ça, il n'y a pas de problème, c'est parfait, il n'y a rien d'autre. Non, OK, c'est bon, on peut continuer. Ok. Il y a aussi, pendant toute la presse, une forme de yes set à mettre en place, si tu veux, c'est de se dire, il Mhm. faut qu'à chaque fois, le client valide. Ils disent oui, tout à fait. Comme ça, à chaque fois qu'il valide, eh ben, tu sais que tu peux enchaîner sur la slide suivante. Et une non-validation, si jamais elle arrive, eh ben, tu sais que tu vas pouvoir retravailler sur cette slide en direct avec le client. Ok. Troisième slide, tu vas parler des opportunités, c'est-à-dire plus de lister les problématiques qu'il rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui fait qu'il n'y arrive pas tout seul, Ok. les raisons de pourquoi il n'y arrive pas tout seul, et tu peux même, en fonction de ce que tu vends, mettre des chiffres pour montrer Mhm. les opportunités ou des chiffres ou des opportunités marché qui s'offrent au business. Et donc là, tu vas mettre tout ça ici. L'idée Ok. ici, c'est de lui faire comprendre que tu as bien cerné les douleurs qu'il avait aujourd'hui. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même principe que quand tu vas voir ton médecin. Quand tu vas voir ton médecin, plus tu vas être précis, enfin plus ton médecin va être précis pour cibler les symptômes que tu as, plus tu vas partir du principe qu'il va être compétent pour les résoudre. Mhm. Ça, c'est sûr. Donc hyper important de bien cibler les problématiques clients à cet endroit. Mhm. Ensuite, tu vas enchaîner slide 4 sur ton plan d'action. Ok. C'est-à-dire, bah, concrètement, comment nous, on vous propose de résoudre ce problème? Ok. Comment est-ce qu'on va arriver à destination ensemble?
Et donc là, c'est le plan d'action le plus simple possible. Plus il va y avoir de complexité dans la présentation, plus le client va avoir du mal à acheter. Donc il faut que ce soit simplissime à comprendre et qu'il comprenne très rapidement où est-ce que ça va l'emmener. Pourquoi ? Parce que quand ton client il a un problème, je te dis une connerie, imaginons que tu sois coach en nutrition, ton client il veut perdre, je sais pas, 50 kilos. Il s'en fout de comment il va perdre les 50 kilos pour le moment. C'est-à-dire que là, il veut les perdre. Donc pour le moment, tu vas lui montrer que tu peux l'aider à les perdre. Et après, tu vas lui dire concrètement c'est quoi les grands piliers qu'on va mettre en place pour t'aider à perdre ces 50 kilos. Et donc en général, tu essayes de limiter les piliers, tu mets 3 piliers. 1, on va bosser ta nutrition. 2, on va bosser ton sport. Et 3, on va bosser, je n'en sais rien, ton sommeil. Boum, 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 voilà les 3 choses qu'on va travailler avec toi. Ok, super. Tu peux broder un petit peu autour de chaque étape. Mais l'idée, c'est de lui montrer que ce soit chronologique ou non d'ailleurs, tu vas mettre en place un plan qui est à toute épreuve, qui a fait ses preuves et qui du coup va lui permettre de réaliser, d'atteindre sa destination. Ok. Je te donne un exemple sur une presse que nous on aurait pu faire dernièrement, c'est de se dire tu veux avoir un super look and feel pour ta boîte. L'étape 1, c'est de savoir quel est ton marché. L'étape 2, ça va être de travailler ta proposition de valeur. L'étape 3, ça va être de travailler ta marque et qu'est-ce qu'elle doit véhiculer comme émotion et comme image. Ok, super, c'est clair, je comprends ce qu'on va faire. 5e slide, tu vas rajouter tout ce qui concerne tes touches de magie. C'est-à-dire que quand dans ton business, tu as très probablement énormément de concurrence. Un marché aujourd'hui sans concurrence, ça n'existe plus. Donc, il y a des chances que ton client puisse aller voir quelqu'un d'autre pour la même prestation. Bien sûr. Et donc là, parler de watts, de tangiblement ce que tu vas faire avec lui, ça va pas être suffisant pour lui donner envie de travailler avec toi. Donc, ta touche de magie, c'est tout ce qui te rend unique, différent, disruptif sur ton marché. Et c'est là que tu vas la mettre, parce que l'idée, c'est de se dire, tout de suite, voilà ce qui va faire la différence avec nous. Je vous montre pourquoi avec nous, ça va marcher. Pourquoi avec nous, ça va marcher le mieux possible pour vous. Et en gros, cette touche de magie, c'est la chose que ton client est prêt à acheter le plus cher dans ta proposition. C'est-à-dire que sans cette touche de magie, tu te retrouves à vendre la même chose que tous tes concurrents, et du coup, tu te retrouves à te battre sur le pire des critères qui soit, c'est-à-dire le prix. Mais cette touche de magie, elle vient des témoignages clients ou elle vient de quoi ? D'une étude de cas ? Elle vient de quoi ? Ou des valeurs que tu véhicules ? Ta touche de magie, ça va vraiment être très spécifique à ta proposition de valeur, c'est-à-dire à ce qui fait ta différence sur ton marché. D'accord. Des études de cas, des témoignages, c'est du social proof. Ouais. On va en parler après, c'est ce qui te donne de la légitimité et qui vient enfoncer le clou, si tu veux. Ta touche de magie, je te dis une connerie, c'est... alors, prenons des marques connues, ce sera le plus simple, parce qu'en général, les marques connues ont bien compris que la touche de magie, c'était quelque chose à travailler. Les plus petits business, en général, font rarement le travail. Mais si tu prends dans l'industrie de la moto, par exemple, tu prends une marque comme Harley-Davidson, la touche de magie d'Harley-Davidson, c'est le bruit des pots. C'est qu'ils ont travaillé la sonorité de leurs pots pour que les pots fassent énormément de bruit. Oui, et que ça se reconnaisse immédiatement. Exactement. Et pourquoi c'est une touche de magie pour Harley de faire ça ? Parce que, en fait, ça fait écho directement à leur why. T'achètes pas une Harley pour aller d'un point A ou à un point B ou parce que t'aimes la moto. T'achètes une Harley parce que t'es un rebelle et c'est la meilleure moto pour avoir l'impression que tu vas remonter la route 66 des États-Unis. C'est ça, exactement. Et donc, la touche de magie d'Harley pour te faire passer ce message, c'est le bruit du pot, c'est le pot, c'est le bruit des rebelles, quoi. Et donc, c'est ce qui va te donner envie d'acheter ce truc-là. Dans des business comme les nôtres, ça peut être des choses beaucoup plus primaires, hein, c'est de se dire, nous, la touche de magie, c'est que, en fait, on travaille que sous forme d'atelier. Et du coup, le fait qu'on travaille sous forme d'atelier, fait que les idées, on va les travailler avec vous. Ça veut dire qu'on n'est pas juste votre prestataire, on est votre accompagnant. Oui. Alors, ça fait pas encore hyper rêver, mais tu commences à te rapprocher de quelque chose de différent.
Je te donne un autre exemple. On a accompagné, enfin, on n'a pas accompagné, mais je dirais, j'ai un partenaire qui a une boîte de développement tech. Mhm. On s'est dit, bah, qu'est-ce qui peut faire la différence en fait sur notre marché? Et toutes les boîtes qui vendent du site ou du développement tech te font des devis hyper à rallonge où ils viennent détailler tout ce qu'il y a dedans. Prenons l'exemple d'un site vitrine tout con. Quand tu veux acheter ton site vitrine, tu dis, moi, je veux un site vitrine. Mhm. Dans les faits, quand ton prestataire il va te faire un devis, il va te dire, bah voilà, le dev ça coûte autant, l'intégration ça coûte autant, les maquettes, les wireframes, l'arborescence ça coûte autant. Mais par contre, si tu veux qu'on fasse les contenus, bah c'est en plus. Si tu Mhm. veux qu'on fasse les photos, c'est en plus. Si tu veux qu'on écrive les textes, c'est en plus. Si tu veux un module supplémentaire, c'est en plus. Blablabla. Mhm. Et en fait, tu te retrouves avec des devis à tiroir avec plein de trucs supplémentaires. Oui. Et donc là, avec ce partenaire, on s'est dit, bah en fait, la touche de magie, c'est que ce qu'on vend, c'est de la tech. Mais par contre, tout l'à côté, c'est inclus. Les clés en main. C'est clé en main. Ok. Et donc là où tes concurrents, ils vont toujours rajouter des lignes, rajouter des lignes, rajouter des lignes, nous, en fait, nous, ce qu'on vous vend, c'est, je te dis n'importe quoi, le nombre de pages. Et peu importe la longueur de la page, peu importe le contenu de la page, peu importe ce qu'on va faire de cette page, eh ben, tout est compris dedans. Mm. La structuration, l'UI, l'UX, les contenus, les textes, les photos, tout. Et Mhm. s'il faut faire un shoot et qu'il faut qu'on aille à Bordeaux pour faire le shoot, c'est inclus dedans. Ok. Donc ça, c'est une vraie touche de magie. Mm. Ça, c'est sûr. Un bon point pour travailler ta touche de magie, c'est de partir des objections clients. Se dire, bah, Ok. c'est quoi les trucs, les frottements qui bloquent le client? Ben, je parle là-dessus. Mm. Là, on arrive à la 6e slide et là, on va parler des prix. Ok. Donc, tu vois, sur une presse de 10 slides, là, on arrive quand même à parler de prix au bout de À 6 slides, mi-chemin, donc ouais. à mi-chemin. On pourrait peut-être le faire plus tôt, mais en tout cas, ça arrive assez rapidement. Ça arrive assez rapidement et là, dans la structure que j'ai faite, ça arrive au bon moment, selon moi, parce que tu as normalement créé suffisamment de désir pour qu'ils soient prêts à écouter le prix et qu'après, ils se disent, OK, le prix est justifié. Ok. Comment travailler le prix? Nous, on a une technique pour travailler le prix, c'est de travailler sous forme de triple offre. Ok. Ça veut dire que peu importe ce que tu vends, tu vas y faire à chaque fois 3 propositions au client. D'accord. De manière à ce que, tu puisses lui laisser le choix en fonction de... Enfin, déjà, c'est important de lui laisser le pouvoir sur le truc et qu'il se sente pas emprisonné et qu'il se sente pas contraint. Mhm. Deuxièmement, parce que en fait, c'est très touchy de faire une offre arrêtée. Parce qu'il suffit que tu aies mal compris une chose dans le désir client, dans ton premier rendez-vous de découverte, et si ta proposition, elle tape pile à côté, eh ben, tu es sûr que le client, il va pas acheter parce qu'il y a un petit grain de sable qui fait Oui. qu'il n'est pas prêt à acheter. Mhm. Troisième chose, c'est que si tu fais un devis à tiroir, alors là, c'est le début de la fin. Tu mets 0 valeur sur ton produit, sur ton Mm. accompagnement, sur ton offre. Et puis là, t'es parti pour le client qui va barrer ligne après ligne. Mm. Et puis il va dire, ouais, mais ça, c'est quand même vachement important. Ouais, mais j'ai pas le but, donc on dégage. Ouais. Et donc là, il est en train de te foutre en l'air tout ton process et il y a rien de pire. Mm. Donc l'objectif, c'est 3 offres. Ok. Comment on travaille ça? Déjà, ça sort pas de nulle part. C'est des études en neurosciences qui montrent ça. Euh, je te fais la petite histoire très rapidement. Il y a un cinéma, ils ont fait une étude, je crois, c'est aux États-Unis, où ils ont pris un cinéma, ils ont dégagé toutes les gammes de popcorn et ils ont mis pendant une semaine 2 types de popcorn. Mhm. Un tout petit popcorn à 3 euros et un très grand popcorn à 9 euros. Au bout d'une semaine, il y a pratiquement que les petits popcorn qui ont été vendus. Ok. Deuxième semaine, ils rajoutent un troisième popcorn, ils rajoutent un popcorn médium pour 6 euros. Mhm. Donc tu as 3, 6 6, et 9. non, pardon, donc c'est pas 6 euros, ils le mettent à 8 euros, pardon. Ok. Donc tu as 3, 8 et 9. Ok. Résultat de la deuxième semaine, le 9 se vend comme des petits pains. Mm. Alors, tu n'as absolument pas changé ton offre, tu as juste rajouté une offre supplémentaire, et en faisant ça, tu arrives à influencer la décision de la personne. Pourquoi? Parce que les gens se disent, purée, entre 8 et 9, Et j'ai pas 2 fois plus grand-chose, de quoi. popcorn, mais le prix n'est pas 2 fois plus. Mm. Donc, tu vas aller te tourner vers l'offre la plus chère. Alors, c'est plus exactement ces chiffres-là, mais peu importe, c'est pour donner l'idée.
Donc l'idée nous on reprend dans cette façon de présenter les offres, c'est de te dire non seulement on te donne le choix, mais en plus de ça, on te fait plusieurs propositions à plusieurs prix différents. Et la manière dont je vais présenter les offres, je vais toujours influencer un petit peu là où je veux que le client aille. Concrètement, je vais avoir une offre médium qui correspond à l'offre que je veux vendre à mon client. Je vais faire une offre dégradée de celle-ci et lui dire, ben voilà, l'offre médium te permet d'atteindre la destination qu'on t'a promis. Par contre, si tu n'as pas le budget ou si tu veux faire des choses par toi-même ou si tu as un petit peu plus de temps ou blablabla, eh ben, tu as une offre qui est moins chère. Ok. Et à l'inverse, si tu veux aller très vite, si tu veux la Rolls-Royce et que tu veux pas te perdre ton temps, eh ben, je t'ai fait une proposition plus chère, mais celle-ci, c'est que pour les audacieux, entre guillemets. Et donc, non seulement tu laisses le choix à ton client, mais en plus de ça, tu viens lui dire, OK, je suis pas un radin, je vais pas prendre la petite, la grande, faut mesurer, mais je vais peut-être commencer par la médium. Ok. Autre avantage, si ton client se retrouve pas dans une offre, eh ben, il peut se dire, non, mais c'est trop cher, par contre, j'ai vraiment très envie de travailler avec vous, je vais quand même prendre la petite et puis on verra plus tard. Ok. Donc voilà la présentation des offres. Ce que tu vas mettre dedans, les tarifs, etc., ça va avoir plein de conséquences, mais bon, on va pas avoir le temps de passer non plus 4 heures là-dessus. 7e slide, tu vas parler des résultats. Dire, bah voilà, maintenant, peu importe l'offre que tu prends, les résultats que tu auras, ce sera ces résultats-ci. Donc, ça sera des résultats qui seront mesurables. Et les livrables que tu auras seront ceux-là. Parce qu'à ce moment-là, le client, il a besoin de tangible, il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il est en train d'acheter. Et c'est que à la slide 8 que tu vas lui parler de toi, mais que tu vas lui parler de ton équipe. Ok. Parce que avant, c'est pas pertinent, il s'en fiche royalement de toi. Et après, ça arrive au bon moment parce que maintenant qu'il a envie d'acheter, il va se dire, OK, mais j'ai besoin d'être rassuré maintenant avant de signer le bon de commande. Pourquoi est-ce que tu es légitime pour m'accompagner là-dessus? Pourquoi toi? Pourquoi tes équipes? Pourquoi vous êtes compétents? Et c'est à partir de là où tu vas mettre de la social proof et de la légitimité. Donc déjà, tu vas présenter les équipes pour montrer que les mecs de ton équipe qui vont bosser sur le sujet, ils ont une expertise, ils ont une légitimité dans leur domaine. Tu lui montres aussi les ressources que tu mets à la disposition de son projet. Et ensuite, tu peux mettre aussi des logos de grosses boîtes avec qui tu as travaillé, etc. Et ensuite, sur la slide 9, là, tu vas pouvoir, si possible, si besoin, mettre de l'étude de cas ou mettre du témoignage client pour venir assurer. En plus de ça, vous voyez, on a une étude de cas d'une boîte qui avait les mêmes enjeux que vous. On a le témoignage du client, on a les résultats de notre travail avec lui. Il a bien atteint la destination qu'on lui avait promise. Ça tombe bien, c'est la même que vous. Allons-y ensemble. Canon. Et dernière slide 10, c'est ton call to action. C'est à ce moment-là où tu vas engager ton client. Ça veut dire que soit tu t'es assuré à ce moment-là qu'il était OK pour acheter et tu le fais signer le bon de commande à cette slide-là. Soit quand tu arrives à cette slide-là, tu dis bon, on y va. Et puis, tu vois comment ça réagit. Ok, donc à aucun moment, en dehors de la validation slide par slide pour s'assurer qu'on est toujours OK, que c'est toujours une suite de yes de la part du prospect, on lui demande est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout était clair? Est-ce que ça? Non. Si, bien sûr. Ça, tu le fais à chaque slide pratiquement. Hein, tu fais au fur et à mesure de la présentation. D'accord. Par contre, évidemment, la slide où tu vas montrer le prix, tu peux déjà sonder le client là et tu peux déjà signer le client à la slide 6. Ok. Ça veut dire qu'à la slide 6, ton client il va dire ok, go, on part sur la médium. Comment ça se passe? Écoute, ça se passe, c'est très simple. On va prendre tes coordonnées, on prend ton bon de commande et puis on commence lundi. Et après, elle peut s'arrêter à la slide 6. L'avantage des slides qui suivent la slide 6, de celle où tu présentes tes offres, c'est que en général, la plupart du temps, ton client, avant de s'engager, il va te poser encore quelques questions de OK, mais ça se passe comment? Tangiblement, qu'est-ce que je vais avoir entre les mains, etc. Et donc, tes slides, elles arrivent à ce moment-là pour lever les objections. Le livrable, c'est ça. Les résultats, c'est ça. L'équipe qu'on te met à disposition. Regarde, on a des social proof. Regarde, on a des études de cas. Bon, go, on y va. Il n'y a plus de raison de pas y aller, quoi. Mais ta présentation peut s'arrêter au moment où tu présentes les offres. C'est possible. Et donc, quand, avec la 10e slide, on met le call to action, donc qu'est-ce qu'on fait
globalement, c'est quoi la suite pour vous? Si la personne dit OK, donc dans ces cas-là, on lui envoie soit le lien de souscription, si c'est déjà, par exemple, je sais pas, sur Stripe ou j'en sais rien, soit on lui envoie le bon de commande. par exemple. Mais s'il dit, j'ai besoin de réfléchir, comment ça se passe? Alors, le moment où ton client il va te dire j'ai besoin de réfléchir, tu dois faire un travail de closing vraiment sur c'est quoi l'objection réelle. OK. Ça veut dire que la petite technique de base pour quand tu as une objection, déjà c'est de pas y répondre. C'est trop cher ou je sais pas si c'est le bon moment ou quoi que ce soit. Tu vas pas du tout essayer d'argumenter dessus. C'est la pire erreur qui soit. En fait, quand ton client te met une objection, déjà pour mettre le contexte, c'est soit les légitimes, soit les illégitimes. Mhm. Les objections légitimes, c'est écoute, j'ai 0 sur mon compte, je peux pas payer. Voilà, tu peux rien y faire. Le client a pas les moyens, il a pas les moyens. Ou ma direction m'a pas donné le go, on peut pas y aller. Et encore que ça, c'est à travailler. Sur les objections illégitimes, tu vas dire ok, tu te poses la question, ok, c'est très bien, j'accepte. C'était quoi l'objection que tu m'avais dit, rappelle-moi. Il faut que j'y réfléchisse. Faut que j'y réfléchisse, ok, très bien, je comprends, ouais, c'est normal que tu aies besoin d'y réfléchir. Et là, tu vas lui poser comme question, t'entends quoi par réfléchir? Tu veux un peu plus de temps ou tu veux savoir si ça correspond vraiment à tes attentes? Et puis en fait, là, tu vas lui poser des questions pour sonder. Parce qu'en général, c'est pas qu'il a besoin d'y réfléchir. La question qui se pose, c'est je suis peut-être pas encore totalement confiance en toi. Oui. Ou je sais pas si c'est le bon moment ou quoi que ce soit. Et donc ton taf là, c'est d'accepter l'objection et de lui reposer des questions, donc de refaire de la consultation à ce moment-là pour trouver la vraie raison et la soulever. Ok. Je te donne un exemple concret. J'ai une cliente un jour à qui on propose un atelier stratégique pour bosser sur tout son branding. Je lui fais la proposition. Elle dit ok, très bien. Elle dit par contre, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Je dis ok, ouais, c'est normal. Pourquoi je dis qu'est-ce que tu as besoin de réfléchir? Tu te demandes si il manque quelque chose, il y a quelque chose qui manque pour toi, quoi. Et elle me dit, donc je lui pose 2-3 questions comme ça. Elle finit par me dire, non, en fait, c'est juste que on se connaît pas trop. On a juste échangé 2 fois par téléphone. Du coup, j'ai un peu peur de m'engager comme ça alors qu'on se connaît pas plus que ça. Donc là, tu vois, déjà, c'est pas la même objection. Oui. C'est un truc beaucoup plus tangible. Et à partir de là, je dis, oui, effectivement, ouais, je comprends, c'est normal, on s'est parlé 2 fois. Je lui dis, est-ce que si tu viens au bureau lundi et que je te présente l'équipe et que je te présente les locaux, etc., ça pourrait te rassurer? Elle me dit, oui, avec grand plaisir. Trop bien. Levée d'objection. Et à partir de là, je dis, ok, super. Est-ce que tu peux me donner tes coordonnées? J'ai rempli le bon de commande, je lui ai envoyé, je lui ai dit, on se voit lundi à 11h à l'agence. Elle a dit, super, merci. Elle est venue à 11h à l'agence. Trop bien. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter même à proposer un autre rendez-vous, un autre échange. Ah non, absolument pas, parce que si ton client il veut pas acheter maintenant, il veut pas acheter maintenant, hein, tu vas pas lui mettre le couteau sous la gorge. Par contre, ce qu'il faut absolument faire dans le cas où, que ce soit légitime ou non, ton client il veut pas passer à l'action maintenant, c'est de tout de suite anticiper le rendez-vous suivant. Oui. Ça veut dire que tu dois le mettre dans une situation où il doit être proactif. Ça veut dire, ok, pas de souci, il te faut combien de temps pour réfléchir? 3 jours, le temps d'en parler à mon associé. Ok, très bien, vendredi, à telle heure, tu es dispo pour un rendez-vous? Oui, ok, c'est noté. Ok. Pourquoi? Parce que si tu prends pas ce rendez-vous maintenant, ton client, tu vas devoir lui courir après. Oui. Pour essayer de le avoir au téléphone. Et surtout, tu le mets dans une position où s'il annule le rendez-vous, il va être obligé de faire une action. C'est-à-dire, il va être obligé de t'appeler et te dire écoute, je suis désolé Valentin, mais là je suis pas dispo. Ok, pas de souci, on remet un rendez-vous. Ah ouais, mais je serai pas dispo non plus. On en remet un peu plus tard que tu es dispo quand. En fait, tu le forces à dire écoute, je n'ai pas envie de travailler avec toi. Oui. Et ce qu'il faut, c'est qu'il dise ce truc-là. Ok. Et après, tu peux lui demander pour quelle raison, quoi que ce soit, mais à partir du moment où il dit je veux pas travailler avec toi, c'est tout, il veut pas travailler avec toi. Mais tant qu'il l'a pas dit, c'est qu'il y a peut-être encore un frein que tu peux soulever. Donc tant qu'il l'a pas dit, tu prends rendez-vous avec lui. Ok, c'est comme si c'était une phrase magique, en fait. Tant qu'il n'a pas dit cette phrase magique-là, on continue. On y va. Mais on n'est pas en mode, encore une fois, vendeur de tapis requin. C'est simplement que tant qu'il n'y a pas eu un grand non et pourquoi ce non, on y va.
Bah parce que tant qu'il n'y a pas eu le nom, tu as toujours une chance de le signer, et ça veut dire que tant Bien qu'il n'y a sûr. pas eu le nom, il pense encore au fond de lui que tu peux l'aider. Hmm. Oui. Donc, ben, si tu fais du bon commerce, tu lâches pas tant qu'il t'a pas dit non. Hmm. C'est hyper important tout ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que ça fait toujours peur, les rendez-vous découvertes, puis la présentation, puis même annoncer le prix. Mais combien de personnes transpirent juste en se disant il va Ouais. falloir que j'annonce mon prix, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment, à quel moment. Puis en plus, c'est la slide que tu fais passer très rapidement. Tu vois. Alors mon prix, c'est donc ensuite les résultats. La personne, elle n'a pas Non, le temps de non, lire. Et tout fait peur. Et là, je pense que c'est hyper rassurant de dire tant qu'il n'y a pas eu de non et de la part du prospect, cette fameuse phrase magique-là, et ben en fait, on continue. On est bien dans sûr, l'échange, on est dans l'humain, la conversation, et ce n'est pas être dans la case requin, simplement, on fait du commerce humain, bien sûr. commerce quand même. Et la plupart du temps, un client qui te dit non, euh, c'est pas qu'il a pas envie de travailler avec toi ou qu'il va travailler avec quelqu'un d'autre, hein. Souvent, c'est parce que il y a un petit détail qui le chiffonne Mhm. Mhm. et que tu peux améliorer. Du Bien genre, je te sûr. dis une connerie, tu lui as dit, bah écoute, ton branding, on va le travailler sous forme d'atelier et ce sera un jour d'atelier et après basta. Et peut-être que ce qui le dérange le plus, en fait, c'est qu'il ne voit qu'une seule fois. Et peut-être que si tu dis, Mhm. bah, tu préférais qu'on bosse comment, qu'on se voit 2 heures toutes les semaines pendant un mois? Ah bah ouais, je préférais, parce que comme, tu sais, moi, il me faut un peu de temps pour Mhm. digérer ce qu'on s'est dit, travailler et tout. Bah, pas de problème. Mhm. Et là, tu vas peut-être avoir un oui, là où tu avais un non juste avant, parce que la délivrabilité n'était pas celle que le client attendait. Bien sûr. Mhm. Hyper intéressant. Une question me taraude quand même, c'est que tout ça, ça s'est passé donc soit dans la vraie vie, soit en visio pour Mhm. montrer la présentation et avoir aussi le langage non verbal et donc se voir aussi au passage. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on on ne l'envoie pas par mail? Parce que si tu l'envoies par mail, eh ben, tu n'auras jamais de nouvelles de ton client, sauf Ok. s'il veut acheter directement. Hmm. C'est que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu vas lui envoyer par mail, en fait, la première chose qu'il va faire, c'est de chercher la slide où il y a le prix. Mhm. Et en fait, quand il va faire ça, ton client va être dans une dynamique de, comment dire, tu vois, de système 1, système 2. Mhm. Système 1, je suis dans l'émotion, je suis dans le spontané, etc. Système 2, je suis dans le système analytique, le cortex, j'essaye de comprendre, blablabla. Bah, quand il va regarder le prix, il est en système 2. Et il va dire cher, peu Mhm. importe le prix. Il va Mhm. dire, putain, c'est cher quand même. Alors que quand tu lui fais la présentation, et ça peut même être par téléphone, hein, tu n'as pas forcément besoin du support visuel pour le client, hein. Par téléphone, ça fonctionne aussi, hein. Ok. Tu peux le faire par téléphone ou visio ou présentiel, peu importe. Mais quand tu vas le faire de cette manière-là, en fait, tu vas mettre la valeur. C'est-à-dire que la manière dont on a mis les slides font que slide après slide, tu viens mettre de la valeur brique après brique sur ton Mhm. accompagnement. Et il n'achète pas un prix, il achète une destination, il achète des promesses, il achète le fait que tu soulèves des problèmes dans son business, il achète un process, il achète une petite touche de magie. Mhm. Et donc tout ça, c'est ce qu'il achète, autre que ton offre tangible, autre que le livrable et le résultat tangible. Bien sûr. Et donc si tu lui envoies par mail, bah, tu peux pas mettre de valeur dessus. Mhm. Ok. Dans le cas où, par exemple, on a eu notre prospect qui a dit non, parce que bah, finalement, financièrement, c'est pas le moment, il n'a pas les fonds nécessaires, et puis en plus, il y a une reconstruction à l'intérieur de son entreprise, il Mhm. y a d'autres priorités à gérer. Euh, Juste, on ne part pas défaitiste, parce que c'est un non aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce client-là est perdu. C'est un Ouais. client qui reste dans le pipe et qu'il faudra recontacter à un moment donné, même au mieux, le moment où on nous a dit bon, Valentin revient vers moi dans 3 mois, j'y verrai plus clair, on pourra rediscuter de ça. Mais c'est pas un client perdu à tout jamais. Non, alors évidemment, tes chances de le convertir plus tard sont très faibles, enfin Mhm. sont beaucoup plus faibles. Mais non, c'est pas un client perdu. Mais au-delà de ça, en fait, il faut partir du principe que ton client, que tu le signes ou non, ton objectif, c'est de lui faire passer un bon moment. Mhm. C'est une grosse différence par rapport à, tu vois, on a beaucoup parlé en rigolant de requin ou de charlatan, etc. Mhm. C'est que qu'est-ce qui caractérise un requin ou un commercial véreux qui essaye de te vendre quelque chose? C'est qu'en fait, c'est une vente qui se fait dans la douleur, tu Mhm. vois. Du coup, tu passes pas un bon moment, tu vois. Il te met dans des situations, il appuie sur certaines douleurs, il te met dans des situations sociales qui vont te contraindre et où tu vas te sentir Mhm. obligé. Mhm. Et ça, c'est très désagréable.
Et donc, l'objectif que tu dois avoir en closing, quand tu fais ta présentation, c'est surtout de faire passer un bon moment à ton client, parce que déjà, si tu le mets dans des énergies positives, eh ben, il y a de fortes chances qu'il soit OK pour travailler avec toi. Mais surtout, si pour X raison, il travaille pas avec toi, s'il a passé un bon moment, ça peut devenir un prescripteur, Tout à fait. ça peut devenir un pote, ça peut Mhm. devenir un partenaire de business, ça peut Mhm. devenir quelqu'un qui va de temps en temps te donner des nouvelles et qui va te dire ah bah tiens, euh, j'ai rencontré un prospect, je peux pas l'accompagner, mais je pense que tu pourrais peut-être l'accompagner, et il va t'envoyer un prospect. Mhm. Et donc l'objectif vraiment quand tu fais du commerce comme ça, c'est de préserver de préserver le bon moment et de faire en sorte que ben quoi qu'il arrive, le mec, même s'il a pas acheté à la fin, il dit putain, c'était cool, tu vois, j'ai parlé une Mhm. heure avec, mais c'était sympa. Oui. Ce qui permet aussi de rappeler que tout ça, ce n'est pas forcément une perte de temps. On est tous et toutes en train de se dire, oh là là, mais école découverte, ça prend du temps, présentation, ça prend du temps, enfin, la prospection, ça peut prendre du temps, converser, oui, tout prend du temps, mais en Mm. fait, c'est du temps positif, c'est du temps qui permet de rencontrer d'autres personnes où il y aura forcément, normalement, une sortie positive, comme tu viens de le dire, client, prescripteur, collaborateur, pote, partenaire, etc., etc. Bien Tout ce sûr, temps-là, en fait, euh, il est nécessaire et il est très bon dans les relations sociales, dans la vie humaine. Pourquoi on passerait énormément de temps à faire, je sais pas, des épisodes de podcast, à faire des posts Insta, à faire des posts LinkedIn, et on réduirait ce temps humain? C'est totalement ridicule, en fait. c'est Vaut clair. mieux le voir comme un temps humain et non pas comme un temps de contraintes de vente pour faire entrer du chiffre. Bien sûr. Et puis de façon très pragmatique, hein, si tu vends dans la douleur tous les jours, mon Dieu, Hmm, t'as une vie de merde, quoi. Je veux dire, faire c'est ça tous les clair. jours. C'est-à-dire, si tu tapes 4 appels ou 4 présentations dans la journée et qu'à chaque fois c'est un calvaire pour le client et pour toi, Hmm, je sais pas comment tu fais pour tenir dans ton business, quoi. c'est clair. Faut que tu passes un bon moment, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une recrudescence de promesses sur Internet de vends ton offre à étiquette sans call découverte. Ah oui, Je pense que c'est justement, en fait, pour pallier à toute cette méconnaissance de comment est-ce qu'on vend et comment est-ce qu'on vend dans la joie, la bonne humeur, le plaisir et le partage, en fait. Il y a eu trop de... Comment dire? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de peur sur la vente, le requin. J'ai peur de passer pour un ou une vendeur de tapis. ouais, C'est vraiment ça. Et donc, du coup, il y a ces sortes de promesses de je t'apprends comment vendre à étiquette sans call découverte. En fait, c'est pas la solution ultime et il y a des alternatives pour vendre. Et là, tu viens de nous montrer qu'en fait, la vente, c'était aussi de l'échange, de la conversation et quelque chose qui pouvait être hyper sain et qui fait avancer aussi. bien sûr, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur les promesses à étiquette là sans closing, Mhm. euh, en fait, on est sur un marché en France où on a beaucoup de marketeurs et qui sont très bons en marketing, hein, tu peux pas leur retirer, Mhm. mais qui sont dans une dynamique de ce qui vend, c'est la promesse. Mhm. Et donc, je suis sans cesse à la recherche de la promesse qui correspond au désir marché. Oui, Et évidemment, ça fait chier tout le monde de faire du closing. Évidemment que si on pouvait euh, s'enlever de l'épine du pied de devoir closer les gens et que les gens ils achètent sans qu'on ait rien à naturellement. faire, eh ben, ça serait canon. Mhm. Sauf que dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Et que quand tu fais des promesses comme ça aux gens, eh ben oui, tu vas attirer des gens, qui vont mettre parfois beaucoup d'argent, parce qu'en général, quand tu entends ce genre de promesses, on est sur du programme à étiquette. Mhm. Alors c'est pas un problème de vendre de l'étiquette, hein, mais quand tu vends de l'étiquette et que derrière tu ne délivres rien, c'est un peu plus gênant. Oui. Et donc tu te retrouves avec des personnes qui sont attirées par ce genre de promesses très putaclic parce que il y a une vraie douleur, il y a un vrai besoin business, et en fait, dans la plupart du temps, c'est des gens qui se font avoir, et qui dépensent de Mhm. l'argent pour rien. Bien sûr. Parce que le closing, tu peux pas avoir une boîte qui tourne sans faire de commerce. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a forcément à un moment donné une technique de vente. Et si c'est pas en call découverte, eh ben ce sera par mail, ce sera. Enfin, il y a forcément un point de Absolument. contact. Toujours. T'es obligé. Mhm. Sauf si tu vends des très petits produits très peu chers. Et évidemment, là, si tu vends des trucs à 40 balles, ben, t'as pas besoin de faire de closing, t'as pas besoin de faire de mail, t'as pas besoin de faire de présentation. Évidemment, Mhm. tu vends un produit à 40 euros. Mais là, nous, on parle de prestations qui se vendent
2, 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. Donc, tu es obligé de mettre de la valeur sur ce que tu fais parce qu'un Bien client, sûr. il lâche pas 30 000 balles comme ça sans réfléchir, Ça, c'est sûr. même Et s'il s'il a de lâchait l'argent. sans réfléchir, ce serait très bizarre. T'as un peu Oui, le red flag, genre, cette personne-là, c'est chelou. Qu'est-ce qui se passe? ouais, c'est clair, c'est clair. C'était une incroyable masterclass, cet épisode de podcast. J'en ai pris plein les oreilles. J'ai pris plein de notes pour pouvoir améliorer la description de cet épisode de podcast et donner encore plus envie aux personnes de passer cette presque 1 heure en notre compagnie. Merci beaucoup, Valentin, pour, Merci à toi, Justine. pour tout ça. Cette valeur de dingue, vraiment cette valeur de dingue. J'aurais aimé avoir eu un cours pareil. Quand je me suis lancée en freelance, il y a 5 ans, j'aurais aimé avoir accès à cette connaissance-là, en tout cas à ce que tu viens nous délivrer aujourd'hui. J'aurais eu beaucoup moins peur d'être en col découverte, beaucoup moins peur de vendre, et je ne me serais pas cachée, moi non plus, derrière mes posts sur les réseaux sociaux. Merci à toi, Justine. C'était un super moment et je suis très content d'avoir passé ce moment-là avec toi. Merci beaucoup, Valentin. Et puis, tu reviens quand tu veux. Je crois que tu reviens très vite. Oui, on va essayer de se revoir bientôt. C'est ça. Merci beaucoup, Valentin. Ciao, ciao. Salut, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!